Thank you so much for everyone who's joined us today. My name is Tara Manji and I'm going to be moderating this new series. Donc, bienvenue à tous et à toutes à la nouvelle série de BPW Montréal qui porte sur le sujet fascinant des nouvelles initiatives en diversité, équité et inclusion dans les compagnies à Montréal. Donc, on a parti cette nouvelle série assez récemment. C'est la première rencontre de cette série qu'on espère faire de manière régulière, donc à peu près tous les 2 mois, pour vous donner l'opportunité de rencontrer des conférenciers puis conférencières différentes à chaque fois. As mentioned in the description of the event, this will be a bilingual event, so I'm going to alternate between French and English, but we're also going to have a Q&A session at the end where you'll be able to submit your questions in the chat in your language of preference. So I'm seeing a lot of names that I know, so it's really great to have you all here. Please make sure to close your camera and your mic for now, and you'll get a chance for questions at the end. Bienvenue aux dernières personnes qui viennent de se joindre. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec 2 superbes conférencières. Alors, vous avez Azita Taravati, who's Managing Director, Banking, Capital Markets and Advisory at Citibank. Elle siège également sur plusieurs comités et plusieurs initiatives chez Citibank dont elle va nous parler plus en détail aujourd'hui. Bienvenue, Azita. Merci. And I also have the pleasure to have Barbara Sheng with me. She's a partner at Stikeman Elliott, and she's also sitting on their National Committee on Diversity, Equity, and Inclusion. Welcome, Barbara. Hi, everyone. So the reason why we decided to do this new series is because the topic of the day is diversity and inclusion. It's quite topical. I'm sure you all hear about it a lot. I hope you're as fascinated by it than I am. But there is so much content out there that we thought it would be helpful to have a different type of platform where people could share what they've been doing at their companies. Because the issue is often, where do you start? And what can you do that can be concrete? So a lot of times companies don't want to share between each other because they're in competition. Hopefully in diversity and inclusion, this is not the approach we're taking. We should all be learning from each other to get better, and we all have a long way to go, although we have some great examples today with us. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Barbara, peut-être que je vais commencer avec toi. Alors, on s'est parlé il y a quelques semaines, puis tu m'expliquais que tu étais donc sur le comité national de Stikeman Elliott. Alors, si tu peux peut-être nous expliquer votre structure. Donc, je comprends qu'il y a un comité national. M'expliquer un petit peu la composition de ce comité, à qui il se rapporte, la fréquence des rencontres. On va commencer avec Certainement. Donc, ça a été une initiative qui a été lancée en 2002. Puis là, à cause des changements, on a décidé de donner du renouveau et restructurer un peu la façon qu'on fonctionne avec tout ce qui est diversité, équité et inclusion. Donc, chacun de nos bureaux au Canada, donc Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, on a tous un comité local. Donc, je suis présidente du comité à Montréal. Et par la suite, on a certains des représentants sur ces comités-là qui vont ensuite siéger sur le comité national qui se rencontre environ 1 fois ou 2 semaines. Donc, pendant ces rencontres-là, qui sont normalement 1 heure, 1 heure et demie, on discute vraiment de ce qui a été fait dans chacun de nos bureaux dans les 2 dernières semaines et qu'est-ce qui est un peu dans le pipeline à venir. Normalement, il devrait y avoir un représentant sur le comité national qui siège aussi sur le comité local et des fois, ce n'est pas tout à fait le cas. À Montréal, on fait exception. On a voulu mettre plus d'emphase sur l'aspect plus inclusif. Donc, on a non seulement des personnes, des membres de notre comité qui ne sont pas avocats, on a du monde qui nous aide dans tout ce qui est administration, marketing, etc. Et on a aussi un profil qui, je pense, englobe vraiment, je pense, la démographie de notre bureau. Donc, oui, on a des hommes blancs qui siègent sur notre comité au niveau local. C'est également le cas pour notre comité national et je pense que pour nous, notre vision, c'est qu'il faut qu'on ait des champions dans la cause qui eux-mêmes vont croire dans les initiatives qu'on va faire
encourager ça et crier le plus fort possible. Super. Ben, c'est de la diversité aussi, là, d'avoir des représentants de toutes sortes d'origines, évidemment aussi d'intérêts différents, puis d'avoir ces personnes-là impliquées au jour le jour dans ces discussions, puis leur permettre aussi de comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Donc, je pense que c'est super important. Là, donc, tu parles bien de comités locaux qui se rapportent donc au comité national. Le comité national se rencontre aux 2 semaines. Moi, je trouve que c'est déjà assez régulier, donc c'est assez impressionnant. À qui est-ce que votre comité national se rapporte? Oui. Par la suite, ça se rapporte à notre comité exécutif et notre conseil d'administration. Donc, ça fait depuis déjà quelques années que tout ce qui est diversité, équité et inclusion, c'est une de nos 3 priorités au sein du cabinet. Donc, on met énormément d'emphase là-dessus et c'est une cause qui est vraiment importante pour notre managing partner, notre chair du cabinet. OK. Donc, le chair du cabinet lui-même siège sur le comité national? Oui, okay. Absolument. Mm-hmm. Super. Puis, est-ce que vous avez un reporting officiel ou est-ce que c'est vraiment juste à l'interne entre ces instances? Oui. Et pour l'instant, c'est à l'interne. C'est sûr qu'on on va faire tout ce qui est sondage pour le grand cabinet. Et évidemment, quand on fait des sondages, on fait beaucoup de rétroaction. Donc, on va diffuser les résultats, les conclusions qu'on a tirées de ces sondages-là. Mais ils ne sont pas publics dans le sens qu'ils ne sont pas disponibles sur notre site web. Vraiment, on n'est pas dans l'obligation de le faire. Et pour nous, ça nous permet d'avoir des benchmarks pour pouvoir améliorer ça à l'interne. OK, parfait. Et les membres de ces différents comités, ils sont nommés pour quelle durée et qui est-ce qui les a sélectionnés? Donc, moi, en fait, ça a été le chair du cabinet qui m'avait demandé d'être la coprésidente du comité national. Je crois que c'est un mandat de 2 ans. C'est un nouveau comité qui a été reformé, mais c'est sûr que je pense qu'il m'avait dit que ça va être entre 2 et 4 ans à voir, étant donné que tout ce qui est diversité, équité, inclusion, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts. C'est des fois essayer de bouger des montagnes. Et c'est des petites batailles qu'il faut gagner. Donc, c'est sûr que quand on regarde en arrière le progrès qui a été fait dans la dernière année, oui, on en a fait, mais il en reste encore beaucoup à faire. Donc, c'est souvent des projets de longue haleine. Donc, ça se peut que ça soit entre 2 et 4 ans. Ça n'a pas encore été déterminé, je crois. À Montréal, normalement, c'est pas mal fixe. Et de temps en temps, dépendamment des autres comités et des autres besoins au sein du bureau, on va essayer de remanier les comités. À Montréal, nos comités locaux, on a souvent des membres qui siègent sur d'autres comités. Donc, moi, par ailleurs, je siège aussi sur le comité de recrutement. Donc, tous nos étudiants qui deviennent avocats, je siège sur ce comité-là. Et on est, je crois, 2 personnes qui sont sur le comité de diversité qui siègent aussi sur le comité de recrutement pour avoir un genre de lens et s'assurer que la diversité est quand même prise en compte lorsqu'on fait notre recrutement. Dans d'autres sphères, on a notre comité des avocats salariés, on a aussi des membres de ce comité-là qui siègent aussi sur le comité de diversité. C'est vraiment dans l'optique d'avoir un peu nos tentacules, un peu dans tous les autres comités pour savoir que il y a toujours une pensée pour tout ce qui est diversité, équité, inclusion dans ce qu'on fait. Super intéressant. Puis vous êtes combien sur chacun des comités à peu près, juste pour avoir une idée? Ça va dépendre. Donc, mettons, notre comité de recrutement, on est quand même nombreux. Non, pardon, le comité local de diversité puis le comité national. Oui, on est environ 15. C'est un mix de personnes, de groupes de pratiques différentes, de secteurs. On n'est pas tous avocats. Donc, c'est vraiment un bon mélange de personnes du tout. OK, super. Vous avez pris différents critères en considération, la langue, le type de pratique, des femmes, des hommes, comme tu disais, des gens qui ont peut-être des intérêts différents, qui n'ont pas forcément une appartenance à un groupe identifié de diversité. Exact. Là, ça me semble quand même très formel comme structure. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un moment où vous avez pris une décision là, de créer une structure un peu plus officielle. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce remaniement dont tu parles? Oui, exact. Donc, ça s'est vraiment concrétisé cette année. Je sais qu'à Toronto, ils font les choses un petit peu différemment. Ils ont comme 3 comités. Un comité pour, mettons, les avocats salariés, un autre pour leur staff.
et un autre pour un groupe des étudiants. Donc, c'est vraiment plus des comités ouverts et ils n'ont pas vraiment de chiffres. C'est vraiment comme porte ouverte, ceux qui veulent faire partie. Ça s'appelle le comité de Pluralism Committee. Donc, ils ont essayé de diviser ça de cette façon-là. C'est sûr que c'est un bureau qui sont beaucoup plus nombreux que nous, donc ça fonctionne pour eux. Pour nous, on a essayé d'essayer de canaliser ça le plus possible. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, on est un peu laissé à nous, chaque bureau, de gérer comme qu'on veut. Et nous, on fonctionne selon ce qu'on pense fonctionnerait mieux à Montréal. C'est sûr que la démographie ici, à Montréal, et si on n'était pas comparé, la démographie à Toronto, c'est vraiment pas la même chose. Non, c'est certain. Je pense que c'est toujours important d'avoir de la flexibilité au niveau local, tant qu'il y a quand même une structure au niveau national. Là, donc, c'est assez intéressant. So, before we get more into some of the initiatives that you guys have put together in the recent years, and probably more even so in the last year, I'll turn a little bit to Azita and we'll see how is it different at Citibank. I know last time we spoke, Azita, you said this started so long ago, it was already a reality a long time ago. So that's quite interesting. And maybe this means the structure is a bit different. Yeah, it's interesting because when I joined Citi in 2007, it was right before the financial crisis. And I had graduated right before, around the prior crisis, around the tech bubble. And when I was looking for a job, you know, I always felt like there were certain features in terms of maybe being a woman or a visible minority that made it somewhat maybe more challenging. At least that's the perception I had. But when I joined Citi in 2007, and right away I was highlighted and celebrated for the fact that I was coming into the banking team as a woman, as a visible minority, and hearing that out from my seniors, I had a moment where I'm like, are they really saying that? Is that really the sense of diversity? And this was in 2007, and it was the sense for many years. And it's really how I stayed loyal to Citi. Because I love the culture of collaboration and diversity. And so, you know, to be quite candid, there was a lot of events taking place. The Citi Canada Women's Network really started in 2010. And by then, I was not personally involved. I was head down doing my work, thinking it's fair, the world, it's a meritocracy, which we are, but we have a long way to go. And I think it's really after becoming a mother that I and kind of viewing my career differently, that I really embraced a lot of the diversity initiatives that we have at Citi. And so it's all very, you know, employee-led in terms of setting up our chapters. In terms of diversity chapters, we have 175 globally. In Canada, we have the Women's Network. We then launched more recently our Pride Network, our Black Heritage Network, and our Asian Heritage Network as well. But it's very much employee-led in terms of coming together and saying, we want to, you know, create a group locally to have conversations, to talk about professional development, what would be helpful to us, but it's not done, you know, independently. The chapters all globally have to be approved by our global diversity, you know, committee and our offices, which are centralized in New York. And we publicly talk about the 10 affinity groups that we want to support, both internally in terms of promotion and development, but also in terms of community impact. And so we have, you know, 10 groups that are very broad. You know, they could include supporting families, veterans. It's very broad. In Canada, we have our networks that initially the first one was really the Women's Network. And so it's just embedded in everything we do. Wow. So you have like about 10 priorities that are set from the top. They say what they're looking forward to make sure it's covered in one way or another. And then those subcommittees kind of create themselves from the bottom up, but they fit within those priorities and they have to be approved and follow some sort of template and guidance. Exactly. Okay. Exactly. So it's, you know, I did not personally set up the one in Canada, but I know that, you know, in terms of setting it up, there was a template in terms of how do you go about setting one up. There are certain suggested roles in terms of a chair and a co-chair, and we rotate them every 2 years. So there's a continuity when the chair, you know, continues onto something else. The co-chair becomes the chair, ideally, and then so there's a continuity year over year. It's not HR driven. There will be an HR liaison.
there might be a communications person, there's suggested roles, but then locally you might say, for example, in one of our networks for Canada, we added a feature in terms of making sure that we were supporting our initiatives across Canada within every city location. So we added roles for, we're going to have ambassadors within each city to have a cross country initiative. So you can tailor what you want, but it has to be approved, obviously. But it at least helps you kickstart a lot of these networks, and to have these discussions and a forum that you can have surveys to see what do the members want to hear about, what would be helpful in terms of work-life balance or professional development, or thinking about, I want to learn more about another part of the business. And I don't have access to senior people that work in that area. So can we have them come and talk to us about what's a day in the life of, a specific function? Okay, so it's interesting because I see it structured very differently, yet you still have a structure. What you're saying is we still have a bit of a governance in place, with some strategy was thought for succession purposes, and to make sure that there's a little bit of coherence between all of these. I think you mentioned 176. Is that what I heard? Yeah, 175 chapters, but it's not just the women's chapter, it's different diversity chapters globally. We're in 100 countries, so it's easy to get there quickly, and we still have a long way to go. But we want to, represent the communities that we serve, and make sure that our workforce and our recruitment and our retention is reflective of really equality. Great. Barbara, I'm hearing Azita explain what brought her to care about these issues, and you were telling us earlier that you got involved pretty much. You were asked to be involved by the chair. So I'm just curious, what made you the right candidate to be a president on that committee? Why do you care about diversity? Why are you so involved? Because with meetings every 2 weeks, so you're president of the local committee and you're on the national committee that meets at least every 2 weeks. So I'm guessing this is a bit of a commitment when you have billable hours, as I can remember them. So why do you care? So I think, it's funny because this also ties into other, issues that, some women may face, but it all started with this one story that I had told the chair of the firm at that time, Marc Barbeau, and I had a conversation with him about how I just kind of started at Stikeman and how I got to where I am, 8 years later, after having started at Stikeman, being a partner and kind of continuing on my path. And so when he kind of dug into it, he asked, and he was like, how did you actually get into it? I was like, well, I didn't have any family members that were in law. My parents barely speak very well in English or French. My mom came here as a refugee, and my father's from Taiwan, and he was a gym teacher. So it's not like we had, professionals in the system. I didn't know anyone in, the professional industry. Let's just put it that way. I'd kind of fallen into it because after university, I'd applied to law school, gotten in, and, kind of in good measure, I just kind of continued plowing away at my books and doing well. And then people talk about this thing called course au stage, and then you kind of get into the hype because everyone's doing it. So you're like, okay, maybe I should do it too. And I think Stikeman probably saw something in me that I myself didn't see in myself at that time. And, when the offers came, I accepted their offer. And so when I had explained my process into how I got there, I was really lucky in the sense that I fell into it by accident. We're 3 in my family, and despite my parents being immigrants, they gave us very Anglophone names. So it's Jennifer, Barbara, and Michael. And even to this day, my mom has a lot of difficulty pronouncing my name, but it was still a way for them to basically say, we want to give you the best future possible and try to have you integrated and give you the best chances so that, you're not discriminated against when you're handing out your CV or anything like that. So when I had told that story to our chair, he was especially touched by, I guess, the hardships that, that I've faced at that time. So he then picked up the phone and said, I didn't realize how much, you had to go through. But I was like, yeah, but in some sense, I was pretty much lucky that I fell into it by accident and that kind of the stars had aligned. And then he told me, no, it's maybe not luck. It's maybe just perseverance in the way that you're driven. And so he asked me to be the co-president of this committee.
which seats a lot of people that are on our board that have a lot of senior partners on. And I basically said, I don't know if I have the qualifications to be co-chair of this committee. Like, it's quite intimidating. I'm a first-year partner and you're asking me to lead a committee. And then he's like, you're really selling yourself short again. And that's kind of something that we tend to do. And, obviously I still fall prey to, a lot of the things that I think men don't even flinch and they don't even think about. But I think that kind of me learning on the whim and having people kind of reassure me to be like, yes, you do have the tools, and yes, you did make it this far, and it wasn't luck, and that, it was hard work. And so I think that he saw something in me that, like I said, I didn't see in myself before. And I think he kind of put a bit of perspective in my path. And so obviously it became, I guess, a little project for me, because I think I realized how I was lucky to have him kind of shed light on this type of situation. So it's just a question of, trying to make it as official as possible and paying it forward to make sure that, the conditions are easier for our others. Recruits. Exactly. Yeah. Well, it's a great story. I mean, we thank Mark for getting you involved into this, and seeing the possibilities. Barbara nous a parlé un petit peu du reporting à l'interne. Azita, est-ce qu'il y a du reporting à l'externe? Vous êtes une banque, j'imagine que vous êtes les masters des KPIs. Je sais que dans le domaine financier, là, les banques sont un petit peu plus sujets, ou en tout cas font plus le sujet de scrutiny au niveau de ces questions-là. Donc, je me questionne un petit peu à savoir, est-ce que vous avez une politique ou une structure de divulgation interne et externe pour montrer votre évolution, puis les progrès que vous faites avec vos différents comités, puis vos initiatives? Oui, absolument. Donc, tout est mesuré à la banque. Donc, à l'interne, tous les comités vont rapporter à nos CEO vraiment les présidents de pays, leur activité, aussi à leur comité de diversité régionale. Ils vont venir tabuler les informations sur les activités. Et au niveau mondial, oui, on a un énoncé public de vraiment notre engagement envers la communauté sur les activités qu'on fait en termes de diversité à l'interne, mais aussi dans les actions concrètes qu'on fait en termes de recrutement et d'appui aux communautés. Donc oui, on le fait. Puis vraiment, on est très fiers d'être la première banque vraiment à Wall Street, qui a une CEO femme, Jane Fraser, qui est formidable. Donc, on est très fiers de ça. Et vraiment, à l'interne, au début, c'était volontaire aussi en termes de... Bon, les activités, oui, c'est volontaire. C'est très, très encouragé de participer. Puis, c'est très inclusif de participer dans des groupes d'affinité, des activités qu'on n'est peut-être pas... on n'est pas personnellement liés, mais qu'on veut appuyer, on veut être un ally, comme on dit. Et aussi, juste pour l'éducation, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, on est encouragé à participer. Mais ce qu'on fait récemment aussi, c'est qu'on encourage les gens à l'interne de faire du self-ID. Et ça aussi, on le mesure. Parce que si on ne peut pas mesurer comment que les gens s'identifient, c'est difficile de voir si on fait vraiment un vrai progrès en termes de développement, de promotion dans les groupes qu'on veut vraiment voir plus de représentation. Moi, personnellement, quand j'avais entendu l'idée de self-ID, ça me rendait initialement un peu inconfortable parce que je le voyais d'abord comme quelque chose qui était un outil personnellement, potentiellement de la discrimination, mais tellement je suis encouragée par la culture inclusive de Citi que je m'inscris à ça complètement, que ce soit ton orientation sexuelle, que ce soit ton background, ta race, ta religion, les genres également. Si on ne peut pas mesurer qu'on volontairement, on ne donne pas cette information, c'est difficile ensuite pour le management au niveau exécutif de voir est-ce qu'on permet un milieu vraiment inclusif pour tout le monde. Donc, c'est mesurer les activités, le développement et c'est appuyé par ensuite du training très, très pointu pour garder ce milieu. OK. Fait que vous avez un reporting public, donc des rapports publics, des KPI qui sont disponibles donc à vos compétiteurs, évidemment au marché en général. Et vous avez aussi à l'interne, comme tu dis, différentes façons de mesurer votre degré d'inclusion. Je trouve ça super intéressant comme exemple que tu donnes. Tu peux avoir autant d'initiatives que tu veux. Si quelqu'un ne se sent pas à l'aise de s'auto-identifier comme un membre de la diversité, dans la mesure où il s'auto-identifie comme un membre de la diversité, bien entendu,
on reste dans une situation problématique où ben, tu peux toujours essayer de faire monter les chiffres. Au final, les gens ne sont pas à l'aise d'être qui ils sont au travail. Là. Donc, je pense que c'est un très bon exemple. On parle évidemment, j'imagine, d'auto-identification anonyme. Vous leur demandez peut-être pas de le faire personnellement? Non, je pense que tu peux le faire de manière vraiment claire parce qu'à chaque visite, on veut savoir si on a le bon. Ah. On veut savoir si on a la bonne. Donc, c'est fait quand même, peut-être, l'information est gérée très confidentiellement, mais dans certaines équipes, si on a un certain minimum de taille, on veut s'assurer qu'on représente la population générale. Puis, sur le point de la divulgation, euh, dans un sens, on veut que notre impact soit non seulement à l'interne, mais dans les communautés où nous vivons. Et de plus, c'est un outil pour attirer du talent. Là, maintenant, dans le marché présentement, le talent, la rétention, c'est vraiment des sujets très, très pointus. Mais nous, c'est toujours un outil où, oui, on veut divulguer ça parce qu'on est fiers de ça et on veut vraiment attirer la diversité. On est dans 100 pays. Puis pour moi, quand je me suis joint à Citi en 2007, c'était totalement logique. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que Citi est tellement inclusif? Le pourquoi? Et c'est parce qu'on veut représenter nos clients. Et moi, j'espère que ça va, et on le voit depuis COVID et tous les événements très affectants des années récentes, que vraiment, il faut avoir dans toute la chaîne de banque envers les services qu'on utilise et les clients, il faut ressembler la société. Donc, il y a un bénéfice économique et c'est une manière aussi d'attirer du talent. Tout à fait. Puis dans les exemples que tu donnes, Azita, tu dis personnellement être resté chez Citi puis avoir été attiré par Citi compte tenu de ce sentiment d'inclusion. Donc, c'est extrêmement concret. Puis je pense que tu parles aussi d'initiative, de l'utiliser comme un outil de recrutement. Donc, on est tous conscients qu'aujourd'hui, ça peut faire une différence. Puis Barbara nous parle clairement aussi d'exemples concrets où maintenant elle l'incorpore dans les initiatives de recrutement puis de rétention. Donc, je pense que là-dessus, on est de plus en plus vendu sur l'impact. J'aime beaucoup l'idée de se dire ce qui peut faire avancer une compagnie, c'est de se rendre compte du besoin d'être à l'image de son client. Donc, ça marche bien quand tes clients sont diversifiés. Ça marche un petit peu moins bien quand ce n'est pas le cas. Donc là, tu dois quasiment créer le reverse engineering, là, où il faudrait quasiment que tu essayes d'ouvrir la porte à des clients qui sont eux-mêmes de différents domaines, origines ou de différentes identifications. Là. Mais c'est un bel exemple. Il y a un très bon TED Talk là-dessus là, qu'on pourra partager qui explique que si on veut que les compagnies s'intéressent à cette question, bon, évidemment, une compagnie reste une compagnie. Là, il faut trouver des façons de créer un intérêt monétaire, un intérêt relié à la compagnie, puis la capacité de garder des clients qui, eux, se posent les questions de pourquoi je suis sur un appel puis je suis la seule femme sur cet appel, par exemple, peut vraiment influencer les décisions. Great. I know we talked about a lot of initiatives indirectly, but Barb, you did mention that in the last few years, you have a lot of subgroups who have some dedicated initiatives. I think a lot of people who join this type of call are just curious. What does it look like? Because sometimes it's just a matter of, again, you could do a million things, but what are one or two initiatives that you felt you've put into place that are having concrete results? That's tough. One or two. We've actually done a lot over the last couple of years, a couple of months actually. So maybe I can do them really quickly in buckets. So, you know, we do everything that's relating to education and training, both nationally and locally. So we usually have unconscious bias training every year. We have, you know, training on how to be an ally, anti-Asian racism. We also had a great speaker, Jeff Davis, come and talk to us about the importance of being vulnerable, authenticity and inclusion in the workplace. So we have general speakers about once every, you know, quarter, I would say, on different topics. Anything relating to our communications and marketing. So this year we actually had, obviously optional, but we have a high participation rate where we've actually asked our I guess our employees at Stikeman whether they wanted to add the pronouns, so like the he, she, il, elle on their signatures, or you know, whatever they would like to have. Obviously completely optional, but we saw a really good turnout rate.
Other than that, I mean, actual programs that we've put in place. So as you know, there's the Femmes d'Action Stegman Elliott, FAS, which is mentoring for women that you yourself participated when it initially launched in 2017. I believe you were in the second cohort in 2018. So basically we're still selecting, you know, a handful of female participants that show an interest in wanting to be mentored, participate in conferences, and kind of just given all the support needed to basically advance in their careers. Because that's kind of one thing that we've noticed is, you know, okay, we can hire the women, we can hire proportionally to what we see in school, but what makes it that most women tend to leave, you know, about the third, fourth year mark, and trying to identify those reasons by building closer connections to them and listening to them. More recently in Montreal, we launched 2 scholarships with McGill and University of Montreal. They're basically scholarships that pay for the entire law school studies. We had realized that there was also an issue of having access to legal studies. And so we are giving 1 full scholarship for the entire studies in McGill and in Université de Montréal for Black and Indigenous students that want to go into law. So that was the first year that we're launching it. It represents, I think, about $5,000 a year for, you know, the 3-year studies. And we've also partnership with our children's medicine, so more on the Indigenous side, because we all know that especially in Quebec, it's a little bit harder. But hiring, for example, people of Indigenous backgrounds are a little bit harder. So we did partner up with a foundation that is based in Toronto, and what they do is not only do they offer training to our employees about just kind of what they've gone through. We've had like certain representatives of the communities come and talk to us during our lunch and learns, but they also offer us, how can I say, human resources recruitment services. So basically they have a database of, you know, Indigenous folks that are looking for placements. They're not necessarily to become lawyers, but it could be business services employees, marketing, accounting, payroll, all of those types of things. And so we try to connect them with our HR, so since they have a pool, and so we have access to those resumes directly. So that's been, you know, interesting. We're also signatories of, you know, Black North Initiative. What else? We've also signed up for the Black Future Lawyers. So that's like pairing up in Toronto of, I guess, applicants of Black students that want to come and work. So we're offering them internship and mentoring. We have, you know, legal leaders for diversity. Like we're participants in a whole bunch of things. And in order to get this all done, it sounds like a lot, but this all happened in the last, I would say, 6 to 9 months. The best way to do it is to operate by subgroups. So we have basically subcommittees. We have, for example, tonight, exactly. So tonight there's a dinner with Université Montréal for LGBTQ law students. We divide and conquer our, you know, our committee member who, you know, for him, LGBTQ causes are particularly important to him. He's at that dinner tonight while I'm, you know, at this conference with you. So it's a question of divide and conquering and having subcommittees in our main group to make things happen. I can go on and on and on about it. That's why I can see that. That's great. I mean, it's a lot of very concrete examples. It does sound like a lot. I mean, to someone who might hear this and say, hey, we want to start somewhere, it's a lot of initiatives, but it sounds like, how did you pick them? Like, how could you pick, in a way, as Dita told us, they were guided in looking at certain areas of interest, and then they were meeting the interest by the bottom-up approach of, you have employees who care about those. Yep. How did you guys come up with, you know, why those 5 things and why not 5 others? Yeah. So basically, I mean, our policy is a little bit of an open door policy. So if there's a really good idea, we actually ask anyone to just submit it. Goes to the local committee, and then it goes to our national committee for review. And then obviously it goes into budget and other things like that. So we're always constantly, you know, passing ideas, meeting people. You know, there was at a certain point where we were considering whether we needed an external consultant to guide us through certain things. For our survey, you know, we don't want to be administering that ourselves because we want people to be comfortable disclosing certain things to us and feeling comfortable doing so. So we did hire an external consultant to be able to collect that data and analyze it for us so that there is a buffer in terms of the results. But those are all things that are coming internally, grassroots.
And whatever's proposed is examined and then passed through the committee. We throw it around, we look at it, whether there's anything that we can do there. And then on a year-to-year basis, we look at our budget and we make sure that it's allocated properly in, it could be participation in Indigenous, initiatives, Black Law Students Associations participation. It could be LGBTQ matters. It can be women's, parents. It's just kind of a bit of everything. Like, it's not even just women anymore. It's, what do the new young parents need in order to make it through? So there's no real kind of discrimination when it comes to allocation of resources. Yeah. To see where we can do best. Yeah. And that is so important. I think a lot of initiatives started with women. I think both of you even mentioned to some extent that committees started with women committees. When we talked about diversity, and a lot of companies still are being told that the notion of diversity needs to be more than gender diversity. We're seeing a lot of pressure from regulators for public companies. Mm-hmm. We're seeing this whole new definition. Hey, diversity should include LGBTQ, should include Black, should include Indigenous, should include, I think, handicaps. So the definition is getting broader, and it's really interesting to see that both of your organization maybe did start at some point with women, but are now definitely looking at diversity from all these angles, and there's no limit to the angles you can look at. Yeah. So it's pretty great that you're finding a way to target diverse interest within the sphere of topics that could be addressed. Azita, si je me retourne vers toi, je sais qu'il y a des initiatives sur lesquelles tu es directement impliquée sur des comités. Je pense qu'on en a parlé de deux la dernière fois. Je ne sais pas si tu veux nous parler entre autres de ces initiatives-là, puis ça va peut-être donner des idées de ce que vous faites. Oui, et je pense que pour les gens qui n'ont pas encore, disons, de comité, qui veulent démarrer quelque chose, une activité qu'on fait qui est assez facile d'organiser, qui peut avoir un impact, c'est, disons qu'on a assez de juniors qui sont diverses, mais on n'en a pas dans le senior encore. Une activité qu'on fait, c'est vraiment, on appelle ça un peu comme des portes ouvertes, des office hours. On demande aux seniors qui sont malheureusement peut-être pas assez diverses de laisser des blocs. Donc, chacun va donner 4-5 blocs de leur temps pour parler à des gens et de les aider à travers ces conversations pour d'abord comprendre leur perspective one-on-one et trouver une manière de les aider. Peut-être qu'après une conversation, ils comprennent la personne mieux pour ouvrir des portes, faire des introductions à d'autres personnes et de parler. Et parfois, à travers ces conversations, on trouve des perles rares à l'intérieur de la compagnie qu'on veut mettre en contact avec d'autres personnes pour des opportunités de développement. Donc ça ne coûte pas vraiment quelque chose à mettre en place. Il faut juste une manière avec un courriel, un Excel, de dire voici les plages horaires et de mettre des gens en contact. En termes de programmes vraiment qu'on a sur lequel je suis le business sponsor, senior, c'est le programme de mentorat. Donc, toutes ces initiatives, ça ne devrait pas être juste des employés ou la personne RH qui fait ça un peu dans son silo. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'organisation, un peu comme qu'ils font chez Steckman et Barbella mentionné, c'est que quelqu'un de senior doit être vraiment un parrain ou une marraine pour dire que ce comité est important et il faut y rendre des personnes qui sont déjà seniors, disponibles pour des conversations et des opportunités de développement. Donc, ce qu'on fait, c'est le programme de mentorat. Et par exemple, moi, je suis sur le programme en tant que Senior Business Sponsor, mais je passe aussi du temps à coacher des gens et c'est des gens qui sont peut-être pas dans la même ligne d'affaires que moi, mais parce que je suis dans la banque depuis 2007, ben, je peux mettre des gens en contact avec d'autres personnes, les aider et tout. Et donc, ces conversations-là sont vraiment des choses qu'on fait depuis quelques années. C'est assez apprécié. Et ça nous permet de connaître du nouveau talent, d'aider les gens à trouver. Ils ont peut-être des défis qu'on peut les aider, puis ils n'auraient pas autrement la chance de parler à travers l'organisation. Donc, c'est vraiment une belle manière de... Puis, il y a des programmes qui sont très structurés en termes du mentorat comme ça. Puis, on a des programmes de diversité nord-américains. Donc là, on fait des programmes, on appelle ça le Early ID. La problématique du recrutement, c'est qu'on ne trouve pas les personnes qu'on veut au niveau post-université. Mais il faut encourager les gens à connaître les opportunités en banking à l'avance. Donc, c'est d'aller parler aux étudiants beaucoup plus tôt parce que, comme Barbara l'a mentionné, moi, je n'avais pas de banker dans la famille. J'avais complètement manqué le mémo qu'il fallait prendre le stage le premier été en banking. Moi, je travaillais en d'autres choses. Je travaillais dans un hôpital mon
premier été. Donc, j'avais complètement manqué le mémo. Donc, c'est d'aller plus tôt pour dire aux personnes, tu as un profil intéressant, pense à ci, pense à ça, ça existe. Donc, ce programme d'Early ID, on va des universités en Ontario, au Québec, à travers les États-Unis. Puis on a eu certaines personnes que vraiment, on les a recrutées très tôt, puis ils auraient peut-être pas pensé à Citi ou même au banking. Donc, c'est quelque chose que vraiment, il faut aller plus tôt, même peut-être au cégep et à l'école secondaire. Il faut vraiment y aller plus tôt pour faire connaître les opportunités de carrière dans des milieux qui sont peut-être plus masculins ou homogènes, malheureusement. C'est des super exemples. Puis c'est intéressant parce que toutes les deux, vous touchez beaucoup au mentorat puis au sponsorship. Là. Puis je pense que ça a toujours été des outils extrêmement pertinents, beaucoup pour le support. Donc, encore une fois, diversité qu'on a vu pour des programmes dédiés aux femmes, mais c'est réellement quelque chose qui peut être répliqué à tous les niveaux. Là. Je veux dire, il peut y avoir du mentorat de toutes sortes. Je pense que ultimement, le mentorat puis le sponsorship dont tu parles, c'est une question d'accès. Puis souvent, l'enjeu, c'est je n'ai pas accès aux personnes avec qui je pourrais peut-être avoir plus d'impact sur ma carrière. Puis les gens souvent le sous-estiment. Là. Puis je pense que vous avez toutes les deux eu un petit peu ce parcours où, ben, tête baissée dans le travail, il y a assez de travail dans vos domaines respectifs pour juste passer votre temps à travailler tout le temps. Puis si on n'est pas exposé à des gens qui nous font comprendre qu'il y a plein d'autres choses qui sont importantes, puis que les contacts, puis que la capacité de connaître les gens, puis de comprendre la compagnie peut vraiment avoir un impact sur la carrière de quelqu'un. Ces programmes-là sont vraiment très, très utiles. Fait que je pense que c'est des exemples simples, mais qui peuvent vraiment aller très loin et qui peuvent vraiment aider les membres de diverses... Et Tara, j'aimerais ajouter aussi quelque chose que moi, au début, je pensais que c'est peut-être les RH qui doivent mettre en place des programmes, faire tout ça, mais réellement, ils viennent appuyer et que c'est les employés qui mettent les programmes en place. Et donc, moi, dans mon expérience en banking et, disons, chez Citi, ce que j'ai vécu des moments où il y avait des moments où, en tant que femme, j'aurais pu me sentir mal à l'aise avec des collègues hommes, des clients hommes. Et je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais fait juste un commentaire en passant à quelqu'un que je ne savais pas était sur le comité des femmes. Et dès que j'ai juste raconté cette histoire, que j'étais un peu mal à l'aise dans ce contexte, le lendemain, Citi Canada, les RH ont lancé la formation sur le sexual harassment. Et right away, they nip it in the bud. Et puis, donc les RH, vraiment, ils viennent. Moi, j'étais quasiment gênée parce que j'ai mis les deux ensemble. Donc, tout de suite, les programmes de formation sont très importants pour appuyer l'importance de la diversité dans la culture. La même chose pour la fierté. Moi, j'avais un collègue qui recevait des fleurs et tout le monde lui disait « Ah, c'est qui le chanceux? C'est qui le... » en assumant que c'était un monsieur. Beaucoup plus tard, on a eu la formation, puis on ne le sait pas si personne nous le dit, qu'il faut utiliser des termes plus inclusifs comme partenaire ou plus inclusif. Et j'ai eu la formation et j'ai changé de compagnie et tout. Puis là, vraiment, elle était lesbienne. Et toutes ces années-là, les gens lui disane donc, on les rend pas à l'aise avec la manière qu'on utilise le langage. Et sans la formation, moi, je suis dans mon Excel. Je ne le sais pas. Il faut qu'on nous apprenne et il faut être ouverte à cette ouverture et l'éducation et les échanges. Donc, vraiment, les RH, c'est avec leur formation qu'ils nous offrent où ça nous aide à vraiment créer l'environnement de travail qui rend tout le monde confortable. J'aime beaucoup le cycle dont vous avez tous les deux parlé. C'est cycle d'identifier les besoins par le biais de sondage. Donc, on utilise d'abord le sondage, puis visiblement, c'est le cas dans vos deux compagnies, là, comprendre qu'est-ce qui sont les besoins. Tu disais, Azita, tantôt, OK, est-ce que les gens veulent rencontrer d'autres gens de d'autres départements? Quels sont leurs besoins? Selon les besoins, on adapte l'offre, les comités, les événements. Je pense que tu m'avais dit aussi une fois qu'il y avait un intérêt d'avoir une conférencière d'origine asiatique qui vienne parler parce que ce n'était pas quelque chose que vous aviez souvent. Donc, vous êtes allé répondre à un besoin qui a été identifié par le biais de sondages. Barbara nous parlait aussi de sondages qui sont faits régulièrement. Après qu'on ait identifié les besoins, les comités offrent des initiatives puis des événements concrets. Et derrière, on a RH qui vient supporter avec de l'éducation, des formations, mais qui ne sont pas tout seuls. Puis je pense que les formations sont super importantes. Les unconscious bias, tout ce genre de formations sont très, très importantes, mais ça ne sert à rien de faire des formations quand tu n'as pas identifié où sont les gaps, où sont les besoins. Donc, c'est vraiment un cycle qui prend en compte un peu tous les joueurs d'une compagnie. Puis, pour moi-même, m'être beaucoup impliquée dans tout ce genre d'initiatives, c'était toujours à titre de
professionnel et non pas à titre de RH, communication ou pour réviser les politiques d'un point de vue avec un chapeau légal. C'était vraiment comme personne et je pense que les compagnies qui ne limitent pas cette responsabilité à leur département RH font en sorte que tout le monde se sent aussi inclus dans la discussion et peut donc y contribuer. On a parlé de plein d'initiatives, personne n'a mentionné de quotas, alors je comprends que les quotas restent toujours aussi tabous. Pas de quotas dans vos compagnies respectives, vous n'êtes pas aujourd'hui au courant de n'importe quelle cible qui aurait été établie officiellement. En termes d'activité ou de représentation? Non, en termes de représentation, donc des quotas du type... Nous, on a des cibles précises qu'on communique en termes que ce soit aux États-Unis, on va avoir un target de femmes noires. Donc, on a vraiment, même si publiquement, je pense que c'est 8%. Puis en termes de femmes, on veut se rendre à 40% en termes des postes seniors, jusqu'à 50%. Donc, non, c'est vraiment, c'est des cibles. C'est oui, peut-être des quotas, mais c'est vraiment des cibles. Il faut mesurer et s'y rendre dans un délai qui est raisonnable. Parfait. Fait que vous avez établi des cibles. Barbara, vous n'êtes pas à définir des cibles aujourd'hui. Est-ce que vous avez des objectifs officieux, dans le sens de vous dire, bon, ben, par exemple, le partnership, on veut plus de femmes, on aimerait avoir 30% de femmes, ou est-ce que les discussions sont encore plus high level? Non, je pense pas qu'on a encore de cible, mais je pense qu'on essaie de regarder, étant donné qu'on est un domaine qui requiert qu'une personne passe le barreau du Québec et que c'est très, très spécifique à ce qu'on fait ici. Ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder on a comme une classe sortante, des gens du barreau, est-ce qu'on est en train de recruter ce qui est représentatif dans cette industrie? Là, encore une fois, comme Azita avait dit, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres sources parce qu'il y a du monde qui ne pense même pas que cette carrière est accessible à eux, même avant à l'université. Mais c'est au moins un départ parce que si, mettons, dans une classe, c'est 50-50 femmes, c'est ce qu'on essaie de faire. Et si, en bout de ligne, on réussit à recruter 50% femmes, 50% hommes, on peut dire, OK, on est en train de faire ça comme il faut. Versus si on voit qu'une année, OK, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes et que la classe qui a gradué représente plus, il y a plus de femmes que d'hommes, ben, on va commencer à se poser des questions pour dire qu'est-ce qui se passe. OK. Fait que vous vous comparez aux bassins disponibles et ben, je sais qu'avec FAS puis avec d'autres initiatives, vous essayez aussi de partir plus tôt dans les universités, un peu comme l'initiative dont Azita nous parlait. Là. Donc, la combinaison des deux, là, essayer de susciter un intérêt plus tôt, puis par la suite d'être représentatif de votre bassin qui lui-même a évidemment déjà ses biais existants. Là, puis ça, c'est la réalité avec laquelle on fait affaire. OK. Je pense que toutes les deux, I've heard both of you say that it's very rewarding to be involved in this, of course, because you care, so that's wonderful. And other employees are being valued, being involved in those initiatives. So how is it valued? Is it something that's being looked at during your evaluation? Do you feel like there's almost like a time at the evaluation stage that says, what else do you do except for work and the fact that you're participating in mentorship, recruitment, do you feel that's being considered at all? Or is it just a plus and the company just kind of says, well, you decided to get involved in this, good for you, but it's kind of up to you to decide to do that? I mean, I think in and of itself, it is rewarding because by promoting a more diverse culture internally, although it may not show as of day one, even after a year, we're starting to see the benefits of people just thinking, we always say, we should have a diverse group of people come together to work together because, we're thinking outside the box. And then it had come to me and I was like, why are we always saying we should think outside the box? Why don't we just grow the box? If we grow the box, then we're always kind of in the game. And, yeah, exactly. And so I already see that box kind of growing and people challenging each other because we're no longer, the homogenous group of people. So I think in and of itself, it makes us also better at what we do in our day-to-day work. It gives more meaning, obviously, to it as well. But I think that
I think in and of itself is satisfactory for For me. sure, but there you're looking at it from the perspective of someone who's already sold by the cause, and what I'm saying is, how is it rewarded? So I get it, it's rewarding. Oh, how that? I think that in and of itself is the reward, right? Seeing actually things moving and things happening, and having the ability to have a say in how the business is run, right? But do you feel like it's valued? So do you feel like the I think company? so. Okay, so because in a way, I mean, in your case, you were mentioning it as a first-year partner, you may not have had access to all these people who are very well positioned in the firm. So you're also being given a platform and exposure that you maybe wouldn't get. So is that one way maybe that they're making it worthwhile also, and that Yeah. it's being valued? Yeah, I think so. As a partner, maybe to step back, our work in and of itself, as the billable hours are valued because they're more quantifiable. But there's also a whole other aspect of what other, what else do you contribute to the firm? So in terms of values, culture, and other kind of, I'm on the recruitment committee, I'm on the diversity committees, I'm on the legal innovation committee. So all of these things all also play into what we do in our ultimate compensation package. But I don't really view it in that sense that, we're being rewarded for doing this. It's actually, for me, it's two birds in one stone, right? Like I get to do what I like to do, and I get to choose certain targets that meet my own objectives. So it's a win-win. Yeah, that makes sense. What about you, Azita? Yeah, so I guess us, it's very much part of our reviews, part of our, the performance management. What we do is as important as how we do it, and having an inclusive and diverse workforce is as important. And just going back to the comment back in 2007, my manager actually, that was something that was important, is not just checking the box, but it was something that was measured and important. And it's actually intensified a lot more through the years. And so, yeah, it's very much something that is that is part of our performance management and our reviews. I think given the size of our organization in terms of the number of cities that we're in and the number of employees that we have globally, the executive team at the very top level wants to have something put in place, and at the very entry level people will support that. But I think if it's not part of your review and your goals, then it might get lost in the middle. And so putting a process makes sure that everyone is aligned with those goals of diversity globally. And makes time for it, really, honestly, because I mean, Absolutely. I love making time for it, but you have to have the time. And I think sometimes knowing that it will be valued and considered as hours that you've dedicated that are still considered as work, right? They're not just, oh, you did that because, well, you care, so it's good for you. And back to the point of when I was more junior, I saw it as extracurricular. I remember before being a mom, they asked me to come and speak to the Women's Network. And for me, it felt like emotional labor to go and talk about women's issues. And I was almost shy to talk about it. But it's, if it's really not seen as extracurricular, it's seen as core to what we do. And so, your manager should not shun you for being like, no, yeah, we're going to respect client deadlines. We're going to respect client commitments, but supporting our, human resources and their goals and having that inclusive culture is as important. And so it's very much seen as core. And over the years, it's intensified. So maybe not at the beginning, if you're looking to set something up, it may at first, you need to have a shift in mindset and saying it's important to maybe leave your computer for a little while to go to the, Asian heritage discussion that's happening and go see what are they thinking about, what are they discussing, and it's not seen as kind of extra. Right. Yeah. So we're going to start welcoming questions. So if anyone has any questions, you can write them in the chat. I'll continue asking questions in the meantime, but as they come in, I'll look at the questions that we get, because I could ask questions all night long. So I've heard of some companies who give awards. So that's one way that they also reward. So they'll say, you know what, we give an award to these 5 people who have actually distinguished themselves by being proactive in diversity. And that's another way that a company can be very proactive in saying, hey, you're going to be looked up to
for having done that. I mean, we don't, and I appreciate what you're saying, Barb. Hopefully you don't need to do that because people do it out of their own will. And I do believe in that too. But I thought that was an interesting approach. And I think both of you've mentioned, or Azita, at least you mentioned ambassadors. So are you using this, the notion of having ambassadors as a way to kind of spread the message within the company? Yeah, for the Women's Network, we didn't need to do that because there was a strong group of women back in, call it 2010 that really wanted to, to address some issues. We have ambassadors, and when we launched the Black Network this year, last year, when we launched it, we had ambassadors to make sure that all the regional offices were also part of it. Unfortunately, we didn't have enough representation to have many different chapters. And, in Montreal, we do have a smaller office. But we also have ambassadors for certain initiatives, like on wellness. Then if you need to spread the word, then you might add ambassadors. But if you have enough passion to start with just the core teams, then that's enough. Yeah, and also we're putting ourselves back in your context. You're talking about a very, very large organization. So ambassadors are also key when you have capacity that requires a little bit more of the spreading of the message. If we're talking about a smaller structure, hopefully the message spreads around a bit faster. I'm seeing some of the questions come in. So I see a question from Arlette. So how do you secure senior management and management level buy-in beyond the reporting on results? And either of you. Yeah, so senior management buy-in, I mean, depending on if you're a private company, a public company, if you're for profit, then it's which stakeholders are asking you for that. It could be your clients that are demanding. If you're a consumer company, your clients are going to be demanding it from you, or you need to be smart that you should be thinking about this. Depending on, if you're overseen by a certain regulatory body, then those are going to become more and more pressing. So, it's important for us because of our clients, but also the various stakeholders that we want to be mindful of. The other thing also is when we try to have community impact and get more engagement elsewhere within our broader network and relationships, an event that we do is we do a women's event. And we would tell the people that we would invite people externally, and we would say, you should come and bring a high potential woman at your company with you. And so if you were getting that invitation and you were in a company that didn't have a single woman that you could think of bringing up to that event, then you have to have a reflection with yourself about that. And so you create, I think, you can create impact like that through the chain. So you kind of have to think about different ways to tackling it. And at some point, you might get someone that's just passionate about something. Maybe you have a male executive at the top who has suddenly 2 daughters and is thinking, you know what, I didn't care about this before, but now I care. So you have to find that either personal chord or that regulatory chord. And so there's maybe not a perfect solution for everybody, but you have to keep trying to find that, or maybe you could do a benchmark and see what other companies that you're in that space, what do they look like? Do they have more diversity? Do they have more networks? Do they publicize it more? And just create that conversation and that discomfort around being behind the ball from a benchmarking standpoint. Yeah, I love the idea of creating the discomfort because it starts discussion. I mean, the unconscious bias trainings that we all do, which I've done, and I realized, oh God, I have so many biases. Well, it creates that tension and that, okay, well, I need to work on it. So you just get started on a discussion. And it's really interesting because you and I were at a conference last month, I think, and the person you had invited told me specifically that she wanted me to go instead of her thinking of it should be a woman, right? She could have given the ticket to anyone else, but she was like, you know what? It was going to be me. And I think if I'm going to give my ticket to anyone else, it should still be a woman. And it was interesting because I think we were the only 2 women at our table. So it's great examples. Barb, do you want to add anything to that? Or? No, I think it was spot on. It's exactly how you try to get it. You try to hit and most people will come around when all of a sudden they're faced with, oh, my teenage son is maybe gay, and then they're all of a sudden very sensitive to these types of issues now. So it's, those are the points to hit on.
Yeah. Et l'aspect personnel est un très bon point. On est tous humains. À la fin de la journée, là, on est tous humains. Puis je pense que quand on parle à des gens qui ont l'air très intimidants, puis qui ont l'air d'avoir plein d'enjeux beaucoup plus importants at the top, on finit toujours par trouver quelque chose qui fait en sorte que eux aussi ont des enjeux personnels, eux aussi ont des questionnements. Puis ça peut être une belle manière. Arlette, une autre question. So do your organizations have partnerships with certain national community organizations externally, such as the Indigenous Professional Association of Canada, that you consult with to check on HR practices or other areas to bring yourself up to speed, I guess? Yeah. So we have our partnership with our children's medicine who, specifically deals with Indigenous matters. So they're like our, quote unquote consultants when we kind of need help, just kind of better understanding how to phrase things, how to get out and outreach into that community, hire better. All of those things, they're really there they're fantastic. As if it's something that you want to be connected to, I'm happy to send them your way too, but they offer services and different packages. So they're kind of like our external consultants that we work with. Great. Azita, est-ce que vous avez quelque chose de similaire avec des partenariats qui vous permettent de revisiter un petit peu régulièrement vos pratiques puis de vous guider? Oui. Donc, nos RH ont des ressources. Je ne les connais pas par cœur, mais oui, ils sont en contact avec des ressources. Puis chaque réseau aussi va être en contact avec d'autres systèmes d'appui. Donc, par exemple, pour le réseau des femmes, on va consulter ou participer à des événements. On est, par exemple, que ce soit le Women in Capital Markets ou le BPW, et se mettre en contact avec d'autres organismes pour apprendre quoi d'autre qu'on pourrait faire. Donc oui, que ce soit des organismes vraiment plus officiels ou des réseaux. Il y a un effet levier à participer dans d'autres événements également. Oui, puis je pense que Barbara, tu le mentionnais aussi tantôt, là, il y a plein d'initiatives qui ont été créées dans les dernières années. Puis c'est souvent juste de se rattacher à des initiatives existantes qui ont un petit peu un framework qui existe. Fait que ce soit le Black North Initiative ou d'autres, là, mais il y a beaucoup d'organisations puis d'associations qui créent un petit peu le contexte. Puis là, en ayant par exemple un panéliste qui participe, ça a l'air d'un événement, je veux dire, très important. C'est une chose, mais c'est une chose qui peut avoir un impact vraiment massif, puis qui, en termes d'efforts, peut être plus limité, mais permet à vos employés de vous dire, OK, ben, on est présent à ce genre d'événement, donc on est intéressé à discuter de ces sujets. Je pense que c'est un très bon point. Arlette, what is the mechanism for employees to file complaints about discrimination, racism, and are the committees involved in those? Great question there. Yeah, so we have a separate standalone committee and procedures. So there are certain individuals within our firm that are designated to receive those complaints, and those are kind of processed independently from our committee, just to preserve confidentiality. Those are handled just kind of separately. And we do have a separate set of internal procedures for that. Oui, également, chez nous, c'est pareil. Donc, le processus est vraiment géré par les RH. Puis, c'est un processus indépendant. Les comités, tu peux avoir des gens qui sont en marketing, en comptabilité, dans différentes fonctions. Et donc, ce n'est pas vraiment leur expertise à gérer les plaintes. OK, donc vous gardez ça indépendant, mais vous avez des mécanismes qui permettent d'aller chercher cette information. Est-ce que cette information vous est rapportée à ces comités-là pour informer un petit peu votre direction, pour dire, bon, ben, on a eu 5 plaintes sur tel sujet, visiblement, il y a un besoin, ou ça reste avec RH à ce moment-là? Moi, je dirais probablement que ça reste avec les RH. Je ne suis pas en RH, mais je pense que c'est à travers la formation pour que ça se partage à travers tout l'organisme. Puis, les RH vont gérer les situations s'ils sont plus pointus. Les comités, c'est plus général. C'est pareil. Puis nous, c'est les directeurs et c'est les membres de RH. Ça dépend. C'est un autre comité séparé, comme je pourrais dire. Ouais. Je comprends. Mais on a un rôle... Oui, sur le comité, comité, disons, des réseaux, on a un rôle qui est vraiment la liaison RH. Donc, on va avoir quelqu'un qui fait partie de l'organisme des ressources humaines, qui va écouter, qui va participer, qui va faire le lien, parce qu'on ne veut pas que ces discussions se fassent vraiment en silo. Donc, il va y avoir quelqu'un des RH qui participe des deux côtés. Je pense que vous deux, vous l'avez mentionné, puis c'est super intéressant. Là, vous n'avez pas de critères
imposer sur la composition de vos comités, mais ultimement, vous êtes très conscient dans la création de vos comités d'avoir des représentants de différents domaines, puis surtout des représentants de différents comités puis causes. Fait que ça fait en sorte que personne n'est délaissé. Là, on se retrouve, ça serait dommage d'avoir dans la salle une discussion sur tous ces sujets, puis d'avoir personne de RH à la table qui, cette personne évidemment a des connaissances ou accès à de l'information super importante, puis pourrait aller faire le pont. Marketing est un très bon exemple. Là, je veux dire, on ne fait pas des initiatives de diversité uniquement pour faire du marketing à propos de ces initiatives, mais on s'entend qu'évidemment, il y a un gros aspect recrutement, puis un aspect promotionnel qui peut être tout à fait travaillé avec l'équipe de marketing qui, eux, doivent aussi s'assurer dans leur communication externe d'être représentatifs. Donc, être conscient de ce genre de réflexe, c'est super important. Vous aviez toutes les deux mentionné, puis je trouve ça super intéressant parce que je pense que ça a beaucoup évolué dans les dernières années. On parlait beaucoup avant c'était des comités un peu exclusifs. Donc, si c'était dans le comité des femmes, pas question qu'un homme se joigne à l'événement des femmes. Puis moi, je me rappelle à l'époque qu'on avait eu ce débat, tu sais, je pense que c'était Slackman entre autres. Je ne veux pas un comité de femmes qui aille faire ses ongles ensemble, puis le comité des hommes, eux, ils font du hockey, fait que chacun a son activité, puis ça devient encore plus, on crée encore plus de séparation. Puis on en avait parlé, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui disaient, ben oui, mais est-ce qu'on sera aussi à l'aise d'avoir certaines discussions? Si certains hommes sont dans la salle, puis qu'on dit, ben on parle de vous, là. Vous êtes le problème en partie. Aujourd'hui, il semblerait que dans la plupart de vos comités, il n'y a pas de restriction pour être un membre ou pour participer à des événements, puis que vos événements sont relativement ouverts à tous. Est-ce que c'est un bon résumé? Puis comment vous faites pour prioriser à ce moment-là les besoins puis la disponibilité? Ouais, tous les réseaux sont ouverts à tous. Puis pour disons, le réseau des femmes, initialement, c'était exactement ça. Il y avait des femmes seulement. Puis là, ils ont amené des hommes. Cette année, notre senior, le parent vraiment senior, c'est mon patron qui est un homme depuis quelques années. Donc, peut-être qu'il était le co-chair, maintenant le chair. Donc, oui, il y a des hommes, mais il y a parfois des événements peut-être qui vont être faits que par invitation aux femmes. Et parfois, les événements vont être faits que pour les membres qui sont vraiment inscrits à ce réseau. Et parfois, les événements du réseau vont être divulgués globalement à tous les employés Donc, ça dépend. Pour vraiment ouvrir l'opportunité d'entendre différentes perspectives et de vraiment souligner l'inclusion. OK. Barbara, à peu près pareil pour vous? Oui, exactement. Je pense qu'on prend la même approche où est-ce que c'est ouvert à tous et on prend un peu l'approche de Ali. On avait un panel, on avait un groupe qui a parti, le groupe LGBTQ. On va faire un événement et l'appel à tous a été fait en sorte de dire, il ne faut pas nécessairement que tu t'identifies comme LGBTQ pour faire partie de ça. On cherche également des alliés. Et je pense que la résultante, c'est qu'on avait eu un très haut niveau de participation et que les gens se sentaient très à l'aise de se joindre à nous. Super. Je vois, Carlette, a une dernière question, mais je vois le temps filer. Fait que je veux juste peut-être faire une petite conclusion. Puis, si vous me permettez, Barbara, puis Azita, j'encouragerai les participantes qui ont peut-être des questions additionnelles à communiquer avec BPW. Puis, nous, on vous les transmettra, ces questions, si vous êtes ouverte à y répondre dans vos temps perdus. Donc, je voulais conclure un petit peu sur l'événement, dire un grand merci déjà à BPW qui nous donne cette plateforme, puis qui a été intéressé par l'idée de faire une série sur ce sujet. Je pense que présentement, on est des passionnés du sujet, on pourra en parler très longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, puis qui ont juste envie un petit peu de se faire guider ou tout simplement d'avoir des idées de ce que d'autres font. Donc, comme je mentionnais, la série va continuer. On devrait avoir un événement à peu près tous les 2 mois. Donc, restez connectés sur les différentes plateformes de BPW pour voir quand est-ce qu'aura lieu le prochain événement. Certaines des personnes qui assistent aujourd'hui sont peut-être elles-mêmes activement impliquées dans des initiatives de diversité et inclusion. Donc, je vous invite à suggérer des noms ou à nous écrire si vous pensez être une personne qui peut avoir ce genre d'échange. Il n'y a pas de curriculum requis pour participer comme conférencier ou conférencière. Nous avons 2 femmes aujourd'hui, mais nous n'excluons pas les conférenciers à ce type d'initiative. So please feel free to share any names or to contact us if you can think of anyone who would be relevant to participate to those events. So follow us on all the social media platform of BPW.
I also want to thank, of course, Azita and Barbara for the time they're giving us tonight, and for the organizing team at BPW, Larissa, Megine, and Louisa obviously made this possible.